podcast. Histoire d'animaux. L'ours brun. Madame la ministre de l'Environnement a donné je ne sais combien de millions pour sauver les ours des Pyrénées. Un grand débat s'organise là-bas à leur sujet. Alors je vais tout vous dire sur ces braves gens. Le problème, d'abord, ils étaient une cinquantaine il y a 2 ans, ils sont plus que 14 aujourd'hui. Oula. Alors on a défendu de les tuer, et comme les bergers reprochaient aux ours de manger leurs moutons, on a indemnisé les bergers pour la vingtaine de moutons de chèvres que l'ours mange par an. L'ours est donc plus tranquille, mais rien n'est simple. Il faut aussi qu'il ait la paix chez lui, parce qu'il n'aime pas les routes, voyez-vous, ni les cars de touristes. Ça le perturbe, au point que ça l'empêche de se reproduire. Et comme l'Espagne est à côté, où il y a moins de routes et moins de cars, il a tendance à y aller. D'où toute une discussion avec les autorités locales, qui veulent bien qu'on protège les ours, mais qui aimeraient bien aussi qu'on s'occupe de leurs intérêts, et de leur place. Mais tout ça, c'est pas notre affaire à nous. La nôtre, c'est de vous raconter comment ça vit un ours des Pyrénées. Actuellement, par exemple, en fin octobre d'une année plutôt fraîche. Maintenant. Oui, maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, à l'heure où nous parlons, messieurs les ours des Pyrénées se rapprochent de leur caverne d'hivernage, au plus profond, dans l'endroit le plus tranquille, le plus inaccessible du territoire de chacun de ces messieurs. Ils y transportent des genêts, pour que ce soit moins dur quand ils s'y installeront pour dormir. Oh. Puis dans quelques jours, ils vont se mettre à manger des fougères. Pourquoi des fougères? C'est pas beau? Des fougères, oui, parce qu'ils les digèrent mal. Alors les tiges des fougères arriveront à peu près intactes au bout de l'intestin de l'ours, et y formeront une espèce de bouchon. Ce bouchon bloquera les fonctions digestives de l'ours, et il pourra s'installer dans sa caverne sans risquer d'être obligé de se lever pour un besoin pressant, comme on dit, et il pourra commencer à somnoler. D'abord, pendant quelques jours, il se réveillera de temps en temps pour aller faire pipi. Et puis, ça aussi, ça s'arrêtera. Sa respiration se fera plus lente, son cœur ralentira aussi, et ce sera le grand sommeil d'hivernage. C'est génial, le coup des fougères. C'est formidable. Et tout a commencé par ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais réveiller un ours en train d'hiverner. Ça le condamnerait à mort. Parce que le bouchon de fougère s'en irait, les fonctions digestives reprendraient, il aurait faim, et comme il n'y a rien à manger dans la forêt en hiver, il crèverait de faim. Faut pas réveiller l'ours qui dort. Voilà. Madame Ours dort aussi, après le même cérémonial, mais très loin. Ils ont leur territoire à des kilomètres l'un de l'autre, enfin des kilomètres de montagne. Eux, ils se connaissent en somme très peu. Ils ne se sont vus que tous les 2 ans. Parce que c'est pas très sentimental, un ours. Ah. Non. Supposons que ce printemps, en mai, Madame Ours ait été en chaleur. Alors lui, il a senti. Il s'est dit qu'il fallait bien. Et lentement, sans s'en faire, il est parti à travers la montagne vers chez elle. Ça s'est passé sans cérémonie, dans un fourré. Ça a duré 10 minutes. C'était facilité parce que lui, il a un os pénien, un os dans le pénis. C'est bien commode comme ça. Admettons que cet important événement soit arrivé en mai dernier. Alors la petite est enceinte. Elle devra accoucher vers fin décembre, début janvier. Donc pendant qu'elle dort, puisqu'elle ne se réveillera qu'en avril, quand il fera 12 dehors. Ils font tout en dormant. Ah, en dormant. Donc, c'est pendant que Monsieur Ours dort tranquillement dans sa caverne d'hivernage, Madame Ours en fait autant chez elle. Arrive l'échéance entre Noël et le 5 janvier à peu près. Elle accouche en dormant à moitié. Pas de problème. La mère pèse 200-250 kilos et les 2 jumeaux chacun 200-250 grammes. Accouchement facile. Reste à faire vivre les petits, à les nourrir, à les nettoyer, à les tenir au chaud. Or, nous sommes dans une caverne à 2000 d'altitude. Problème facilement résolu. Madame Ours colle ses 2 oursons contre ses mamelles sur son ventre, et les y maintient avec ses grosses pattes, qui tête à tout va, dormant après avoir tété, retête, redorme, et ainsi de suite, pendant qu'elle, la mère, toujours somnolente, les lèche interminablement, pour les nettoyer, bien sûr, et pour les réchauffer. Ah, voilà, d'où l'ours mal léché, l'ours bien léché. Voilà donc la situation dans 2 mois. Lui dort chez lui, elle dort chez elle, en léchotant ses oursons, qui sont gros comme des lapins à ce moment-là. Tout ça va durer jusqu'en avril. Avril, on se réveille. On a faim, bien sûr, rien mangé depuis octobre. Ils vont donc manger, chacun chez soi, des faines de hêtre, un tas de plantes, des champignons, une portée de petits lapins, s'ils arrivent à trouver une rabouillère, où la mère lapine les a cachés. Bref, on se nourrit un petit coup. Et puis des moutons, parce que vous disiez au début qu'on De dédommageait. temps en temps, un mouton, n'exagérons rien. Vous savez, les 14 ours des Pyrénées ont peut-être tué 30 bêtes l'année dernière.
Évidemment, quand il y aura 300 ours, ça fera un peu plus. Enfin, bon. C'est pas sa nourriture principale, le mouton. Non, c'est pas la nourriture principale. Puis qu'est-ce qu'il avait à faire là, le mouton, après tout? Bon. Puis immédiatement, après qu'on ait mangé un petit coup, on va marquer les frontières de son territoire. Parce que chaque ours a le sien dans la montagne, un grand territoire où il ne tolère pas la présence d'autres congénères. Alors le père ours, une fois restauré, va vers les limites de son domaine. Là, il repère les gros pins, les gros sapins, les arbres résineux. Il se met tout droit contre eux et il les griffe de toutes ses forces. Et puis, il rentre chez lui. Il mange encore, c'est sa principale occupation. Oh, vous savez, il est gourmand à ne pas croire. Une fois, j'ai suivi à travers la montagne, par des voies impossibles, un gros ours qui, fin avril, passait d'Espagne en France. Il a marché 20 heures, moi j'en pouvais plus. À la fin, je le suivais à la jumelle. Et puis, au bout des 20 heures, le gros père ours s'est arrêté, il a flairé par terre, et avec son énorme patte aux griffes inquiétantes, il a cueilli par terre une fraise, une petite fraise des bois. Il l'a mangée, il a bien regardé autour s'il n'y avait pas d'autres, de murs, il est retourné en Espagne. 40 heures de marche pour une fraise des bois, il faut le faire. Mais il a griffé les troncs de ses sapins de pin d'épicéa il y a 3 jours. La résine a donc coulé puisque nous sommes au printemps, en avril. Il le sait. Il y retourne, et là, soigneusement, il va se frotter contre ces troncs gluants de résine. Il y laisse des touffes de poils, un peu de sa graisse, un peu de son odeur. Dorénavant, ces troncs-là, avec son odeur, seront de véritables poteaux frontières pour les autres ours. Ils voudront dire propriété privée d'avance d'entrée. Et tout ours en balade qui les sentira, en passant près de ces troncs, saura qu'il ne faut pas aller plus loin et s'en ira. C'est fou ce sens de la propriété. C'est merveilleux, hein, Ah c'est une ouais façon de marquer ses frontières. La même cérémonie s'est déroulée chez Madame Ours, nourriture, visite des frontières, griffage des troncs des résineux, frottement contre la résine, marquage des frontières. Chacun, elle comme lui, se sent chez soi. Seulement pourquoi il y a les petits? Pas de problème encore, ils sont si petits, si faibles, ces oursons, pensent pas à sortir de la caverne. Alors, tété du matin, tété du soir, Mère Ours passe ses journées, comme l'autre, à arpenter son territoire et à manger. Tout ça va durer jusqu'en octobre prochain pour monsieur. Mais jusqu'en juillet seulement pour madame. Parce qu'en juillet, problème. Les oursons sont maintenant gros comme des coquers, et ils ont envie de suivre maman. Or, c'est impossible. Elle marche très vite. Ils se perdraient à ne pas pouvoir la suivre. Si elle restait autour de la caverne, elle aurait vite fait de tout y manger de ce qu'il y a de mangeable. Elle perdrait son lait, et il mourrait de faim. Problème insoluble. Problème résolu. Je vous ai dit que les ours faisaient l'amour une fois tous les 2 ans. Il y a donc dans la montagne, quelque part, un ourson de la portée précédente qui a 3 ans maintenant et qui voudrait bien s'installer. Tout naturellement, il se rapproche de la caverne où il était né, où Mère Ours lui avait donné à téter. Elle sort de chez elle, elle le récupère, elle le ramène à la maison. Et dorénavant, c'est lui qui s'occupera des petits, lui qui leur dira qu'il ne faut pas manger de belladone, comment on grimpe aux arbres, qu'il faut se cacher quand on entend un homme ou son chien, bref, qui fera leur éducation, capture des essaims d'abeilles comprises. Et elle, passant ses journées à manger, reviendra matin et soir pour les 2 tétés pour voir si tout va bien. Il y a des babysitters chez les ours. Exactement. Oh, c'est bien. Au Canada, où les ours sont plus nombreux, il arrive souvent qu'une mère emmène ses 2 petits chez une voisine et puis les lui confie. Et chez nous, c'est impossible, faute de voisins. Mais c'est pour cela, comme vous le disiez à l'instant, que nos ours des Pyrénées et ceux des Carpates ont inventé le babysitting. Et voilà comment ils vivent, Noël. Sont-ils dangereux? Tout dépend. Si on les laisse bien tranquilles, s'ils sont bien nourris, ils n'attaquent jamais l'homme. Seulement, l'ours est le personnage le plus imprévisible qui soit. Surtout si on l'a tiré dessus, parce qu'il a de la mémoire. Alors, mieux vaut ne pas aller lui souffler dans les moustaches quand on le rencontre. Et surtout, il faut espérer que ce qu'on prépare actuellement, au haut lieu et sur place, saura préserver leur tranquillité, donc leur survie. Ça vit combien de temps, Jacques, un ours des Pyrénées? Disons que ça vit 20-22 ans. Et je me pose une question idiote. Ça marche à 4 pattes ou ça marche debout? Ça marche toujours à 4 pattes. Ça marche à 4 Ça pattes. ne se met debout que quand ça veut se mettre contre un tronc, quand ça veut attraper quelque chose dans l'arbre. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.